Aujourd'hui, on est picousé par les marques. Bien sûr. Et les marques ont pris une place dans la société qui est vraiment énorme par rapport à ce qu'elles pouvaient être il y a encore 30 ans, quoi. Et du coup, elles ont ce devoir de rendre l'appareil. En fait, moi, je considère aujourd'hui que c'est un véritable devoir. C'est-à-dire que vous pensez la société, vous prenez notre cash, entre guillemets, c'est hyper vulgaire, mais c'est la vérité. Hein, la fin, c'est ça. Rendez l'appareil. Et il y a 1000 façons. Encore une fois, le sponsoring du sport amateur, c'est une goutte d'eau dans toutes les possibilités d'engagement de marque qu'il peut y avoir. Mais je pense aujourd'hui qu'une marque se doit d'être engagée envers ses sociétés et envers ses consommateurs finaux surtout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui, pour la première fois du podcast, nous accueillons non pas un, mais deux invités exceptionnels. D'un côté, nous avons Xavier Deshaies, responsable du sponsoring et du mécénat chez Groupama. De l'autre, Guillaume Sarfati, l'homme derrière Act for Sport, une entreprise dédiée à rapprocher les annonceurs des clubs amateurs à travers des partenariats qui ont du sens. Ensemble, ils pilotent le projet Ton Club, Ton Maillot, une initiative qui, pour la 4e année consécutive, a permis à de nombreux clubs amateurs de cyclisme de recevoir des équipements de qualité. Dans cet épisode, Xavier et Guillaume nous dévoileront les coulisses de cette collaboration réussie, les défis rencontrés et les impacts sur les clubs et les communautés locales. Ils partageront également leur vision sur l'avenir du sponsoring sportif et comment des initiatives comme Ton Club, Ton Maillot peuvent façonner le paysage du sport amateur en France. Rejoignez-nous pour cette conversation inspirante qui met en lumière l'importance du sponsoring du sport amateur et la manière dont les entreprises peuvent jouer un rôle crucial dans ce domaine. Bienvenue sur Storytellers. Bonjour Xavier, bonjour Guillaume. Hello, salut. Merci beaucoup à vous d'être ici. Merci de venir sur le podcast, de venir échanger avec nous. C'est la première fois qu'on a deux invités, donc ça fait très plaisir de faire ça avec vous. Aujourd'hui, on va parler de sponsoring sportif amateur. Donc, vous avez un projet ensemble. On va en parler un petit peu plus tard. J'en ai déjà un petit peu parlé pendant l'introduction. Le podcast va se dérouler en 3 parties. On va avoir une première partie, on va parler assez rapidement un petit peu de vous, de vos histoires respectives, en tout cas de vos marques à chacun. Dans la deuxième partie, on va parler de votre projet en commun. Et enfin, dans la dernière partie, on aura une partie un petit peu plus pro tips, où là, je vous poserai plus des questions pour avoir un petit peu vos insights, un petit peu ce que vous pensez du milieu du sponsoring sportif en général ou amateur. Voilà. Et donc, on va commencer tout d'abord avec la première partie pour en savoir un petit peu plus sur vous. On va commencer par toi, Guillaume. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus la mission de Act for Sport et comment vous en êtes arrivé à cette idée de projet de faire du sponsoring sportif amateur? Avec plaisir. Alors, je vais répondre dans l'autre sens à ta question. En fait, c'est parti d'un constat. Ouais. 2 personnes, une personne qui travaille dans le sport amateur et moi qui travaille plutôt dans l'univers des médias, de la publicité. Et un double constat que d'un côté, les clubs de sport amateur représentent un véritable vivier de valeurs locales absolument incroyables. Il y a des gens qui se déplacent au quotidien pour de l'entraide, etc. C'est le 3e lieu d'éducation de nos enfants, donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre société. Et pourtant, ce sont des associations qui sont dans des galères financières de plus en plus importantes. De l'autre, le constat que les marques, de plus en plus, veulent faire de l'engagement, veulent faire de la communication qui soit réellement engagée, qui soit concrète, veulent faire du local, veulent faire du conversationnel avec leurs clients finaux. Et donc, du coup, à mi-chemin entre ces deux constats, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui existe depuis la nuit des temps, le sponsoring, mettre un logo sur un maillot, et donc, du coup, aider. Alors, on n'aide pas financièrement les clubs de sport amateurs, mais par contre, on leur permet d'avoir des équipements sportifs et du coup, d'avoir le même budget que l'année suivante, mais sans avoir à acheter leurs équipements sportifs. Donc, voilà. Et on permet aux marques surtout de faire des campagnes publicitaires complètement engagées, réellement et concrètement. Ok, très bien, très clair, très concis. Et justement, du côté de Groupama, pardon, parce qu'aujourd'hui, donc, vous travaillez ensemble, comment Groupama en est arrivé à cette stratégie ou quelle était un petit peu l'idée derrière de vouloir sponsoriser aussi des clubs amateurs? La logique, elle remonte déjà à plus loin sur l'histoire de Groupama dans le sport. On est une marque qui existe depuis plus de 100 ans, historiquement. On est dans le sponsoring sportif depuis 1997. Ouais. Historiquement, pendant 20 ans, sur un projet dans la voile avec Franck Camas, où on a fait quasi ensemble toutes les courses et quasi tout gagné. Okay. Donc ça a été un chapitre à succès pendant 20 ans. Ouais. Et en 2017, on s'est posé la question de revoir toute notre stratégie, parce que c'était la fin d'un chapitre et il fallait qu'on ouvre une nouvelle ère.
Et du coup, il y a une rencontre qui s'est faite dans le milieu du cyclisme, qui était un sport qu'on regardait depuis un moment. On regardait d'autres sports aussi. D'accord. Il y a eu l'opportunité de partir avec FDJ sur le co-naming de leur équipe, en renamant l'équipe pour en faire Groupama FDJ. Ok. Et du coup, ça a été en 2017-2018 l'ouverture d'un nouveau chapitre dans le cyclisme, qui continue encore aujourd'hui en 2024. Et après, l'histoire du sport amateur, elle est venue sur la base d'une rencontre avec Guillaume, où on était en train de développer en 2019-2020 des nouvelles activations pour nos prises de parole dans l'écosystème vélo. Et puis après, c'est le fruit d'une rencontre, de la conviction que Guillaume avait qu'il y avait des choses à faire dans ce milieu-là. Il a réussi à nous convaincre. À un moment, on lui a donné, pour la petite anecdote, je sais plus, premier rendez-vous en mars. On lui a dit, t'arrives un peu tard, on a déjà lancé nos activations, reviens en novembre. Ouais. Et le 1er novembre, il y avait un mail, un coup de fil de Guillaume qui disait, on est le 1er novembre, je suis là, on discute. Donc voilà, il nous a convaincus qu'il y avait quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on est l'un des acteurs majeurs du cyclisme, ça c'est indéniable. Et on l'est aussi parce qu'on a développé des actions dans le sport amateur, parce qu'on croit vraiment à cette brique du sport sur tout l'écosystème. Ouais. Donc on monte des opérations et on en est très content. Et aujourd'hui, on est l'un des plus gros acteurs dans le milieu du cyclisme et on est reconnu comme tel, comme le sponsor du cyclisme amateur. Et justement, est-ce que vous avez d'autres sports aussi dans l'amateurisme ou c'est essentiellement le cyclisme aujourd'hui? Le cyclisme, c'est la stratégie centrale du groupe Groupama, du coup que je représente sur mes fonctions. Mais après, c'est un groupe qui est mutualiste, donc on est assez divisé en régions, en sous-entités, etc. Pour faire simple, donc on a des doubles stratégies parfois. Une stratégie globale au niveau national dans le cyclisme qui va du pro, des amateurs et on développe de plus en plus ce que nous on appelle les cyclistes du quotidien. Ouais. C'est monsieur, madame, tout le monde qui est susceptible de faire du vélo. Ça, c'est notre brique principale. Et après, on a d'autres sports sur lesquels nos entités régionales investissent, qui sont là dans des intérêts plus régionaux d'investissement. Ouais. D'accord. Et de votre côté, Guillaume, vous, Act for Sport, donc vous avez cette partie cyclisme justement avec Groupama, et vous avez d'autres sports aussi est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents sports Globalement, en fait, ça répond parfaitement à ce que disait Xavier, c'est que nous, notre théorie pour aider les annonceurs, c'est de venir leur permettre de faire en local ce qu'ils font en national. Okay. Après, effectivement, on n'a absolument rien inventé. Le sponsoring existait déjà. Et effectivement, il y a toujours des entités qui vont faire en local des petites choses. Oui. Mais les annonceurs n'arrivent pas à centraliser et à faire remonter la data. On ne sait jamais qui fait quoi en local. C'est très complexe. Et donc, du coup, de permettre d'impliquer aussi en local sur une stratégie nationale, c'est l'intérêt qu'on a. Et on en parle souvent et c'est un peu ce que je préfère quand il revient du tour, de me dire que ces agences en local ont adoré le projet Ton Club, Ton Maillot parce qu'ils se sentent impliqués dans une stratégie globale. Ça, c'est important. Globalement, on fait aujourd'hui tous les sports co. Je considère le cyclisme comme un sport co quand il est pratiqué en club. On est acteur aujourd'hui dans 7 pays d'Europe et on commence à se développer dans de nouveaux pays. Donc, effectivement, il y a eu une très grosse année de rugby amateur. Parce que l'année de Coupe du Monde. Bien sûr. Là, on sent qu'il y a un effet un petit peu plus foot qui est en train de prendre. Et puis, l'air de rien aussi, on a des discussions autour des JO qui devraient bientôt se finaliser. Ok, très bien. Et justement, encore pour toi, Guillaume, Act for Sport, vous êtes dans le sponsoring amateur. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Est-ce qu'il y a des défis que tu as dû remonter peut-être qui étaient spécifiques? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire peut-être avant? C'est quoi des défis que tu as pu rencontrer, en tout cas, en montant ce projet actuellement? Alors déjà, il faut faire attention à la sémantique. Le sponsoring amateur, on n'est pas amateur, c'est le plus professionnel possible. Okay, voilà. C'est le sponsoring du sport amateur, qui est hyper important. Moi, effectivement, je l'ai dit et je le dis tout le temps avec énormément d'humilité, on n'a strictement rien inventé dans le sponsoring. Le sponsoring existe et il y a des marques qui le font en local depuis des années. Par contre, ce qu'on a inventé, nous, c'est de réussir à mettre une surcouche techno qui permet de gérer des dispositifs nationaux et internationaux. On a des clients qu'on gère dans 7 pays avec des milliers de clubs et en fait, sans briques techno, effectivement, c'est une quinzaine de personnes qui va scraper des fichiers Excel, contacter les clubs, etc. Donc, il a fallu apporter cette couche digitale pour justement automatiser toutes les tâches et nous permettre de présenter, par exemple, quand un club va postuler à une opération,
présenter à Groupama, ils sponsorisent 120 clubs et on va leur présenter 300 clubs qui correspondent exactement à ce que vont rechercher avec des critères de sélection qui sont très drastiques, la distance avec l'agence en local, est-ce qu'il y a des filles dans l'équipe, est-ce qu'il y a des engagements sociétaux de la part du club qui... Alors, on avait un club extraordinaire qui encourageait la pratique des cyclistes autistes pour s'intégrer dans des groupes. Enfin, on a eu pas mal de choses comme ça. Et donc, tous ces critères-là nous permettent effectivement, à la fin, de dresser une liste de clubs présélectionnés. Et effectivement, si on n'avait pas cette couche digitale, ce serait un temps monstrueux. Et c'est ça qu'on a réussi un petit peu, c'est cette barrière à l'entrée qu'on a réussi à casser, nous, pour permettre ça. D'accord, ok, très bien, très clair. Et donc maintenant, je voudrais parler un petit peu plus de votre projet ensemble, donc ton club, ton maillot, que vous avez commencé il y a maintenant plusieurs années et qui est dans sa 4e saison, 3e, 4e? En ce moment, 4e. 4e, ok, ça va. On fait pas les annonces de la suite tout de suite. Ouais, ok, on reste un peu 4e saison pour le moment, quoi. Okay. On signera le contrat devant la caméra. Ça marche, on fait ça en off un peu après. Pour cette deuxième partie du podcast, j'aimerais parler un petit peu plus de l'opération que vous avez ensemble, ton club, ton maillot, qui est dans sa 4e saison. Et donc, est-ce que toi, Guillaume, par exemple, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de ce partenariat, justement, et comment vous fonctionnez? Très concrètement, l'opération Ton Club, Ton Maillot et les opérations d'Act for Sport en général, on les a imaginées comme de véritables outils publicitaires pour nos annonceurs. Et donc, on a l'habitude de parler de 3 temps forts médias. Et donc, du coup, le premier temps fort, c'est le digital, où là, nous, on va fabriquer de A à Z un site pour la marque. Et ce site, il va avoir vocation à récolter les candidatures des clubs qui sont intéressés par gagner des équipements sponsorisés par la marque. Et donc, pour ce faire, il faut driver du trafic sur cette page. Donc, on crée des campagnes publicitaires, on a une base mailing qui est très solide aujourd'hui et surtout ultra qualifiée parce que les questions qu'on pose au fur et à mesure des années se peaufinent. Et donc, les clubs s'inscrivent et sur la base des réponses qu'ils vont nous donner, nous allons pouvoir trier automatiquement, ce que je vous dis juste avant, tous les clubs qui correspondent à ce que Xavier va vouloir, à ce que Groupama va vouloir chercher comme typologie de club de sport amateur. D'accord. Ensuite, les clubs vont pouvoir personnaliser leurs équipements. Alors là, vous voyez un kit entre guillemets neutre, mais les clubs de cyclisme ont une vraie culture du sponsoring local, donc ils ont 13 emplacements pour pouvoir ajouter des sponsors locaux, choisir leur couleur d'équipement, parce qu'en fait, il est très important que le club puisse rouler dans ses propres couleurs. Et puis, il va recevoir ses équipements et rouler avec. Et ça, c'est le deuxième temps fort, qui est un média qu'on appelle dans la vraie vie, où il va y avoir une rencontre entre les agences en local qui vont remettre les équipements au club. Et ensuite, en deuxième temps, les équipements qui vont être portés et roulés sur les routes tous les week-ends. Et puis, le troisième temps fort, c'est le social media. Et puis de manière générale plutôt la création de contenu, puisque ensemble on va créer du contenu, on va aller filmer les plus belles histoires de certains clubs, mais on va également challenger les clubs potentiellement sur une plus belle présentation de maillot, des choses comme ça, pour qu'ils postent encore plus de contenu. Et donc ça nous permet d'articuler vraiment sur du digital, dans la vraie vie, du social media derrière, pour réussir à avoir une opération complète. Ouais, ok, donc c'est vraiment complet de A à Z, et ce qui est plutôt pas mal, parce que j'imagine que même pour vous, Groupama, ça doit faciliter justement c'est un intermédiaire qui est vraiment beaucoup plus facile. L'idée de bosser avec Guillaume et avec Act for Sport, c'est que il le dit très bien. Aujourd'hui, nous, on est une grosse marque, on est un gros annonceur. Pour autant, on est une petite équipe sur la direction sponsoring, mais il nous fallait quelqu'un. Moi, dans mon département, je suis assez partant de faire appel à des agences quand il y a une vraie expertise. Prendre une agence pour prendre une agence, c'est pas très intéressant. Là, aujourd'hui, et depuis le début, Guillaume, ils ont une expertise et un truc très pointu sur lequel on avait un besoin. Faire appel à Guillaume, c'est aussi être en accord avec les valeurs qui sont les nôtres, à savoir, certes, faire des opérations, mais ne pas venir casser l'écosystème et l'histoire des clubs amateurs. L'un des constats qu'on a eu, c'est on a l'avantage, on est partenaire d'une équipe professionnelle, Groupama FDJ, qui est la première équipe française, qui est dans le top 5, top 10 mondial. On a aujourd'hui des champions. Et en fait, comme toute équipe de champions, ces champions-là, ils viennent de quelque part. Ils viennent du petit village, de la petite ville, où à un moment, le mercredi après-midi, ils ont été faire du sport, ils ont été testés, etc. Et donc, en fait, partant de ce constat-là, on s'est dit, mais c'est quoi l'histoire de ces pros aujourd'hui quand ils étaient amateurs? Donc, on a été se renseigner au fur et à mesure des échanges avec Guillaume. Et l'un des constats forts, qui est valable dans le sport collectif qu'on connaît, foot, etc., mais qui est aussi très présent dans le vélo,
c'est ce respect du maillot, c'est cet amour du maillot, c'est l'importance qu'a cet objet qui peut paraître très bête, hein, c'est un bout de tissu, mais qui est ultra symbolique. Ouais. Et ce qu'on a voulu faire, nous, dans le cadre de l'opération, c'est respecter l'histoire des clubs. Et donc, typiquement, dans le maillot, vous pouvez voir derrière qu'il est vert, mais l'histoire des maillots qu'on fournit, il y a un design unique qui est totalement personnalisable en couleur. Parce que un club, je vais donner le club de telle ville dans le nord ou dans l'ouest de la France, roule pas sous les mêmes couleurs. Ils ont une histoire qui est différente et donc leur imposer un maillot vert couleur Groupama, c'est casser leur histoire et c'est simplement arriver un peu avec nos gros sabots en disant bon, partenaire national, merci de porter nos couleurs et on casse l'écosystème local. Donc ça, c'est le premier point. Guillaume le disait, on a la volonté de laisser des emplacements libres pour que les sponsors locaux continuent à exister. Encore une fois, si on arrive de manière massive en mode prenez nos maillots, merci de les porter et il n'y a rien d'autre qui existe que notre marque, on casse l'histoire du club et on respecte pas les gens qui peut-être bossent depuis 15-20 ans. Même si ça peut venir en concurrence avec vous, j'imagine que c'est cas par cas, bien sûr. On le cadre, ça aussi. On n'a pas vocation à ce que nos concurrents non plus existent sur des maillots qu'on finance. Mais pour autant, on leur laisse des emplacements. C'est-à-dire qu'une agence bancaire ou d'assurance qui est déjà partenaire d'un club va avoir la petite visibilité si elle est déjà prévue dans le cadre des contrats qu'ils ont. On va leur laisser sur des emplacements minimes, mais on respecte aussi cette histoire. On parle Guillaume le disait un peu en introduction, des clubs amateurs, c'est pas des gros budgets. Hein. Bien sûr. Donc à un moment, dire à un club, je te prive de même 500 €, 1000 € qu'une agence pourrait donner, c'est 1000 € de moins au bénéfice des enfants du club, d'un déplacement, d'un stage pour le développement du club. Donc ça, on le respecte. Et je crois que c'est l'une des forces de l'opération qu'on a montée. C'est ça. Et puis les maillots, ils existent. Aujourd'hui, on est à 4 saisons de l'opération. Il y a plus de 12 000 cyclistes amateurs qui portent nos couleurs, en tout cas la représentation du Groupama. Et ça, on en est fiers. Et je pense que les clubs en sont fiers aussi parce qu'ils voient arriver depuis 4 ans un sponsor d'une équipe professionnelle qui s'intéresse à eux. Et donc, ils ont un peu le même sponsor que Thibaut Pinot, David Audu et tous les champions de notre équipe. Oui, donc c'est quelque chose de motivant aussi et forcément qui doit donner une certaine fierté à tous les membres de ces différents clubs. C'est une sorte de réussite aussi qui doit faire plaisir. Et justement, comment vous mesurez un petit peu cet impact que ça a au niveau local? Parce que vous me disiez que vous réalisez justement des vidéos, ce genre de choses avec des clubs. Forcément, ça se voit quand ils sont contents de recevoir leur maillot. On voit qu'ils vont prendre des photos avec, ils vont être contents de rouler. Mais est-ce que vous avez un moyen de voir un petit peu c'est quoi l'impact de ce projet en local, en tout cas? En réalité, c'est l'un des gros enjeux du sponsoring sportif, qu'il soit professionnel ou sur le sport amateur. Et comme je dis pas le sponsoring amateur. Sport amateur. Pas comme moi. C'est difficile de définir des indicateurs, des KPI, etc. Donc, mais on se doit de le faire. Aujourd'hui, sur le sport amateur et sur les opérations qu'on monte ensemble avec Guillaume, on a des indicateurs de stratégie social média, de campagne, de tous ceux qu'on connaît. On a des indicateurs aussi un peu terrain. Nous, ce qu'on a voulu faire, et Guillaume le faisait déjà avec 1 ou 2 annonceurs avant, c'est que les dotations, une fois qu'elles sont prêtes, on ne les envoie pas directement au club. On les envoie d'abord dans les agences à proximité du club. D'accord. Tout l'intérêt, c'est que la marchandise est un peu contrôlée pour s'assurer qu'il manque pas des maillots, etc. Mais c'est surtout que ça crée du lien au niveau local. Et là, je suis dans une vision très business comment je crée du trafic dans mes agences, comment je crée du contact client potentiel, prospect. Et donc, il n'y a rien de mieux que le président du club vienne avec quelques licenciés pour récupérer sa dotation. On fait la photo qui va bien parce que ça permet au club de valoriser. Souvent, la presse locale est là parce que les petits clubs connaissent le média qui couvre sa ville ou son département. Et surtout, après, ça crée du contact business. Et ça, avec le temps, on est capable de le remonter, savoir est-ce qu'il y a des clubs qu'on a rentrés dans les portefeuilles clients, est-ce qu'on développe des produits avec eux, etc. Donc ça, on le remonte. Donc il y a aussi un indicateur business qui est important. C'était pas la genèse du projet, mais c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure et on l'intègre comme un KPI important. D'accord. Et même, ça passe aussi peut-être par des témoignages des équipes, peut-être plus de ton côté. Je sais pas si vous avez des retours aussi. C'est pour ça qu'il y a 2 visions. Il y a une vision cantine, une vision quali. La vision quali, elle est hyper simple et assez extraordinaire. C'est le ressenti des clubs quand ils reçoivent les équipements. Moi, il faut le vivre. J'invite toujours les nouveaux stagiaires et salariés à aller faire une remise de maillot parce que que ce soit des gamins, des adultes, quoi que ce soit, il
il y a une émotion à ce moment-là qui Bien est sûr. franchement extraordinaire et qui fait qu'on est assez fiers de faire le métier qu'on fait. Mais pour ce qui est du quanti, on va pas se mentir, c'est quasi une mission impossible. Et en fait, les annonceurs, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne viennent pas chez nous pour ça. On n'est pas une offre programmatique qui va pouvoir dire combien d'impressions ont été faites. Il y a des indicateurs qu'on peut suivre, puisque combien de personnes sont venues visiter la page du site, combien de temps ils sont restés, combien il y a eu de candidatures. Ouais. Ça, c'est Oui. un point qui est Bien sûr. hyper important, d'autant qu'on peut le comparer au nombre de clubs en France. Ouais. Donc, c'est un indicateur qui est quand même assez performant. Et puis derrière, il y a toute la campagne social média. Et là-dessus, sur la campagne social média, pareil, on passe à côté. En tout cas, c'est une estimation personnelle de 90% des contenus. Je prends un exemple très concret. Demain, vous allez voir votre cousin qui joue au foot. Ouais. Il est sponsorisé par une marque. Vous prenez une photo, vous la postez sur votre Instagram, vous la postez sur l'Instagram du club. Bien sûr. Ça ne remontera jamais sur Ouais. aucun outil. Mais par contre, c'est posté, et c'est normal que les gens ne mettent pas le bon hashtag, ils en ont rien à faire. Bah oui, bien Ils sûr. sont pas dans notre bulle de publicitaire, etc. Donc il y a toute cette chose-là qui est non quantifiable. D'accord. Mais ce que nous, on remarque, et c'est ce qui fait je trouve, en tout cas, moi, une de nos plus grandes fiertés au sein d'Act4 Sport, c'est le renouvellement de nos annonceurs saison après saison. Et ils reviennent, malgré le fait qu'ils ne puissent pas quantifier, parce qu'en fait, il y a un aspect quali qui est quand même vraiment extraordinaire. Et je vais plus loin, c'est que c'est surtout l'opportunité de s'écrire une belle histoire pour derrière communiquer avec. Bien sûr. Et je laisserai certainement Xavier évoquer le sujet, mais la campagne télé que vous avez fait cet été est pour moi la finalisation d'un deal le plus parfait possible, puisqu'on vient, en fait, nous, on écrit une histoire et on laisse la marque derrière la raconter et Ouais, bien en sûr. faire l'exploiter comme elle le souhaite. Et bah, si tu veux nous en Ouais, dire plus. juste pour compléter ce que disait Guillaume sur un aspect quali qui effectivement, il y a des éléments qui sont pas quantifiables. Il faut savoir un truc lié à notre écosystème assurantiel. Donc là, je suis très vision du monde de l'entreprise. Le secteur dans lequel nous on évolue chez Groupama, donc qui est le secteur banque, assurance, un peu financier, c'est ce qu'on appelle un secteur qui est non aspirationnel. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous n'êtes pas en mode je suis ultra fier de mon assurance, de mon banquier. Voilà, mon banquier. Voilà, exactement. C'est pas le truc qui fait vibrer. C'est pas stimulant. Voilà, mais c'est non aspirationnel, c'est comme ça. Et donc, on doit le prendre en compte. Et donc, l'un des enjeux aussi, c'est ce qu'on appelle de la présence à l'esprit. C'est-à-dire qu'on doit assurer, et c'est aussi la stratégie très com de Groupama, d'avoir les deux pendants de la com publicitaire très puissante, comme on la connaît, comme vous la connaissez, et à laquelle on associe du sponsoring, mais de manière très puissante, parce que c'est deux systèmes de valeurs différents, on véhicule pas les mêmes images et les mêmes items. Et du coup, le sponsoring est un outil aussi pour faire de la présence à l'esprit. Sur l'équipe professionnelle, sur le sport amateur, on fait de la présence à l'esprit, on met la marque Groupama à l'esprit. Et donc, quand à un moment, il y aura besoin de transformer sur un projet assurantiel ou autre, bah, potentiellement, tu es susceptible d'avoir la marque Groupama en tête. Et donc d'être un client ou un prospect. Et donc ça, comme le disait Guillaume, effectivement, sur la stratégie, tout le monde ne dit pas merci Groupama, etc. Mais en tout cas, on place du Groupama. Et après, le projet qu'on a réussi, mais ça, il n'y a que le temps. Et moi, je suis très attaché aux opérations de sponsoring qui durent dans le temps. Je le disais en introduction, on a fait 20 ans dans la voile. Aujourd'hui, je sais, depuis 2018, on est dans le cyclisme. Je ne sais pas pour combien d'années on est parti encore, mais on est là pour un moment. C'est la volonté. Parce que les belles histoires et les vraies stratégies, pour moi, elles s'écrivent que dans le temps et elles n'ont une valeur que dans le temps. Et c'est toute la force de ce qu'on a créé avec Guillaume sur Ton Club, Ton Maillot, c'est que à la base, c'est une OP, je sais pas, la première année, on fait 105 clubs, on offre 30 tenues par club, on équipe quelques milliers de licenciés. Ça n'a de la force et ça prend de la valeur que quand ça se renouvelle. Donc, quand j'appelle Guillaume pour dire je vais renouveler, il est très content que son téléphone sonne en lui disant qu'on va signer un contrat. Mais en réalité, avec le temps, on arrive à des chiffres qui sont parlants, on crée des belles histoires. On remplit aussi notre écosystème de valeurs et on montre que c'est pas une coquille vide et qu'on le fait réellement parce qu'on est convaincu que ça a un impact pour nous, mais aussi sur le terrain pour les gens qui ont la même passion que nous, à savoir cette passion du vélo qui nous anime. Et du coup, quand à un moment je dis à Guillaume, écoute, je suis en train de réfléchir à ce qu'on mette le sujet Ton Club, Ton Maillot sur une conclusion d'un film publicitaire pendant le Tour de France. C'est beau. J'étais plutôt il était assez content. Et même moi, d'amener, on le fait depuis qu'on est dans le vélo, de mettre cet asset Groupama FDJ ou cet asset cyclisme en télé, c'est un outil qui fonctionne, on le fait sur des temps forts. Mais de réussir à ramener cette opération sport amateur en télé, en conclusion de la preuve de notre engagement dans les territoires auprès de ceux qui ont la même passion que nous,
ça c'était assez valorisant. Mais je crois d'ailleurs qu'on est le premier de tes annonceurs à l'avoir fait. C'est même une fierté en tant que carrière de publicitaire d'avoir un spot télé qui parle de la campagne. C'est beau. Un petit investissement qui est assez stylé. Je retiens une chose dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on est parti pour 20 ans, donc ça c'est une vraie bonne nouvelle qui est annoncée publiquement. Voilà, c'est enregistré. C'est mon quotidien, ça. Guillaume qui essaye de me faire signer des contrats de... Bah oui, là peut-être derrière, il y a un contrat qui t'attend dans la salle juste derrière là, avec un stylo. Non, mais et je voulais rebondir sur un autre truc, et c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire que justement nous on essaie d'éviter à tout prix le sport washing, et si aussi on part en campagne télé derrière. Pour nous, c'est aussi un moyen de dire ok, vous l'avez fait parce que vous avez fait 4 ans successifs, que vous avez un engagement qui est réel et concret. Et c'est toute la force d'Act for Sport. Alors, c'est par moments très, très difficile, mais on refuse pas mal de demandes qui sont de dire voilà, moi, je voudrais sponsoriser 4-5 clubs et justement faire une campagne télé pour montrer. Non, en fait, que l'engagement soit réel d'abord, et après, pour en parler. Et c'est vrai qu'on a un peu cette force, on va dire, philosophique de pouvoir un peu garder ça. Alors, ça veut dire qu'on passe à côté de certains contrats, ça veut dire qu'on fait peut-être pas le chiffre d'affaires qu'on aimerait faire, mais c'est un engagement qui est hyper important pour qu'en fait, sur le long terme, Act for Sport garde ses valeurs. Oui, bien sûr. Et c'est un très beau partenariat en tout cas, et justement on souhaite qu'il dure au moins 20 ans. Et justement, est-ce que vous êtes deux contre moi là? Là ça s'est retourné un peu d'un coup. On était bien entourés en tout cas. Et justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du futur de ce partenariat? Alors j'imagine que tout n'est pas encore acté et qu'il y a encore un contrat de 20 ans à signer, mais est-ce que vous avez d'autres ambitions dont vous voulez nous parler peut-être pour ce projet? Je vais te laisser tomber dans le piège. Mais je suis déjà dedans là. Non, je le disais, moi je crois, et en tout cas c'est la condition qu'on a chez Groupama, c'est que les belles opérations et les beaux projets, ils se font dans le temps. C'est une... Pour prendre 30 secondes là-dessus, c'est une stratégie qui est pas simple à mener quand même, parce que quand on lance des opérations, quand on la lance, on sait jamais si elle va fonctionner. On est persuadé qu'on a la bonne idée, que ça va prendre. Parfois on se crache et puis parfois on tient un truc. Une fois qu'on tient un truc, ce qui a été le cas dans l'opération qu'on a montée, Ton Club Ton Maillot, c'est comment d'une on la fait pas exploser trop tôt. Et qu'on la surexploite pas et on les sort pas trop tôt. Donc c'est aussi notre stratégie de la faire durer dans le temps. Et puis après, ce qui est compliqué, c'est de faire durer les opérations dans le temps. C'est faire en sorte que les gens ne se lassent pas. C'est être en capacité de renouveler certains messages. C'est être en capacité parfois de ne pas renouveler certains messages et de dire que le message clé, c'est celui-ci. On doit y rester attaché parce que c'est la valeur un peu originelle de pourquoi on y a été. Et donc pour pas faire vriller le projet sur des choses où on n'a pas envie d'aller. Et où parfois d'autres gens ont envie de nous emmener, pas Guillaume, mais même dans un groupe comme le nôtre, de dire votre opération, on pourrait l'emmener là, ou d'autres agences qui nous proposent des choses, et on se doit aussi de garder un peu ce cadre. Donc l'avenir, il est fait en tout cas d'une volonté de se dire qu'on tient quelque chose qui fonctionne, qui apporte quelque chose à Groupama, mais aussi aux bénéficiaires finaux. Et donc c'est aussi là qu'est la fierté. Donc aujourd'hui, on est à 4 saisons. L'hiver est souvent les moments où on discute avec Guillaume de renouvellement. On est en bonne voie pour lancer une nouvelle saison en 2024. Et donc, si dans les prochains jours ou prochaines semaines, on signe le contrat, c'est une 5e saison Ton Club Ton Maillot qui verra le jour, je pense, au mois de mai à peu près. Et donc, on attendra les nouvelles candidatures des clubs avec impatience. C'est bon. Donc, une histoire qui est pas encore terminée, loin de là, a priori. Non. C'est très bien, c'est encourageant et c'est ce côté, ce qu'on essaie de retirer aussi de tout ça, c'est voilà ce côté long terme aussi qui est au final très important, qui prend du temps. Je sais pas toi, du côté de Act for Sport, si c'est pareil avec les autres projets que tu peux avoir. Forcément, j'imagine que tu as des relations différentes en fonction des projets, mais je pense que ce côté long terme est au final très important parce qu'un partenariat se fait pas en une journée et surtout que là, vous avez aussi de la logistique, vous avez aussi justement voir un petit peu quel club on va prendre ou non, donc c'est important de prendre le temps de faire les choses bien, j'imagine, et ça porte ses fruits, la preuve. Et cette campagne de pub, je pense, cette campagne qu'il y a eu pour le Tour de France, c'est un bon. En réalité, c'est un élément qui est hyper important puisque, comme l'explique Xavier, il y a une logique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fois que l'opération elle sort, quand on regarde la stratégie globale de la marque, ça vient juste s'imbriquer parfaitement dans tout le reste. Et en fait, c'est très souvent les discours qu'on a avec les marques avec lesquelles on parle. Dès qu'on sent que c'est alambiqué, que c'est tiré par les cheveux et qu'on va tenter de forcer tout, en fait, nous, on peut pas avoir une force commerciale qui va
y aller au chausse-pied pour faire rentrer quelque chose. En fait, si c'est pas logique, oui, on va faire une opération, elle va être vendue, tout le monde sera content, mais elle n'aura pas de suite. Il n'y aura pas de saison 2. Et en fait, on le voit, on a 90% de nos annonceurs qui reviennent saison après saison parce qu'il y a une logique. Et puis, il y a des annonceurs qui, de temps en temps, viennent faire un coup de pub, ça peut arriver aussi, hein. Ils investissent en sport amateur, mais finalement, ils vont pas forcément trouver le bon axe éditorial et donc ils vont pas revenir. C'est dommage, ça arrive. Et en fait, on se rend compte systématiquement que c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu forcé. Quand il y a une logique dans l'histoire, honnêtement, ça coule de source. Pour cette troisième partie, je voudrais parler un petit peu plus de pro tips et d'insight, donc en savoir un petit peu plus sur vous, sur ce projet forcément, mais avoir un petit peu un retour de votre part là-dessus. Pour commencer, pour toi, pour vous deux au final, mais Guillaume un peu plus pour toi, ce serait quoi pour toi les stratégies clés? On t'en a un petit peu parlé juste avant, mais les stratégies clés pour un sponsoring réussi au niveau du sport amateur, voilà. Globalement, celle de Groupama, du coup. Ouais, ça fait en fait, mais en plus, je vais vraiment parler de ça. C'est bon, bah voilà, je préfère que tu parles de ton annonceur qui est à côté de toi plutôt que des autres annonceurs. Mon opération avec Uber Eats, du coup, ça vous illustre parfaitement ça. Non, pour le coup, Groupama va avoir la réponse aux assets principaux qui sont un engagement RSE très puissant, une complémentarité avec la stratégie dans le sport pro. De la présence en local, avec des réseaux de points de vente, d'agences, qu'importe. Et un quatrième point dont on n'avait pas du tout idée au départ, c'est la communication interne. Et en fait, une bonne stratégie de sponsoring sportif, elle peut venir remplir ces 4 cases. Alors, elles ne le remplissent pas toujours. Je parlais d'un Uber Eats ou d'un Unibet, ils n'ont pas de stratégie forcément locale, un peu plus Uber Eats que Unibet. Mais par contre, ils vont avoir de la complémentarité avec le sport pro, ils vont avoir de l'aspect RSE hyper important, et ils vont faire de la com interne. Et c'est vrai que ces 4 assets, quand ils sont remplis, on est sur des vraies stratégies et on se rend compte qu'on a de plus en plus de marques à réseau. Mais tu veux dire de la com interne sur le projet, c'est-à-dire que toi, Groupama, vous en parlez dans les bureaux de ton club, ton maillot, tu veux dire? Ouais, en fait, ce que dit Guillaume est important pour un annonceur, c'est quelle case on doit un peu cocher pour faire en sorte qu'un projet existe. Et effectivement, moi je m'en suis rendu compte quand on a lancé l'équipe cycliste, c'est que dans beaucoup de projets sponsoring, il faut pas oublier ce volet un peu comme interne. Alors ce volet comme interne, il peut être un peu fourre-tout, on peut vouloir y mettre tout et n'importe quoi, mais en réalité, on s'est rendu compte d'un truc, nous, quand on s'est mis à sponsoriser l'équipe professionnelle, c'est que sur la première année, historiquement, c'est l'équipe FDJ qui est devenue Groupama FDJ. Au début, beaucoup de gens disaient l'équipe FDJ, en oubliant que leur propre employeur était devenu sponsor. D'accord. Mais parce que FDJ était là depuis longtemps. Donc, voilà, donc aujourd'hui, c'est bien le Groupama FDJ. Et on y est vigilant. Non, mais ce qui était drôle, c'est le niveau d'appropriation du partenariat. Au début, les gens disaient l'équipe. Et en parlant de l'équipe, ils disaient l'équipe Groupama FDJ, l'équipe FDJ. D'accord. Et très rapidement, on va dire au bout d'1 an, avec un gros travail de com interne et d'appropriation, ils ont commencé à dire notre équipe. D'accord. Donc en fait, quand les collaborateurs dans un groupe comme le nôtre commencent à s'approprier le sujet, en fait, tu sais que t'as pas gagné, mais que t'as déjà mis plus de force, la case est déjà bien cochée et que les gens se sont appropriés le projet. Et donc, ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on fait, ils se reconnaissent dans le fait que leur entreprise est sponsor d'une équipe dans ce sport-là. Et après, sur cette brique amateur, effectivement, on en parle beaucoup parce que ça peut concerner l'ensemble des collaborateurs qui sont dans un club amateur. Ils en font la promotion et on leur montre aussi qu'on est un acteur, et ça, c'est une vraie philosophie de la marque Groupama. On est une marque qui est présente dans les territoires. On est une marque des terres, historiquement, et on l'est toujours. Et donc, c'est important pour nous de montrer dans ce grand groupe qu'on est, qu'on reste un acteur des territoires. Et donc, moi, au niveau national, on tend vraiment à ça, à pas être dans une vision très qui peut être facile à tomber, très parisienne, très on regarde ça de très haut. Non, le quotidien, il est dans les territoires, là où nos clients y sont, là où nos collaborateurs et conseillers ou autres sont dans les régions. Et c'est comment cette opération, elle peut se goupiller aussi pour que ça serve leur travail. Donc, on a cette vision de com interne qui est ultra importante. D'accord, c'est une recette. C'est un élément qui est important parce que tu disais, est-ce que vous en parlez dans les bureaux? Mais pour moi, la com interne, elle est encore plus puissante dans une agence, en local, et qui n'a pas forcément, une fois de plus, toujours été concernée par la stratégie nationale. Moi, je prends un exemple. Ça rallie. C'est qu'ils se sentent intégrés, en fait, à de la com. La com, c'est quand même un truc de parisien. Bien sûr, Et en local, on n'a pas forcément cette vision d'être intégré. Moi, l'exemple que je prends toujours quand j'ai commencé ma carrière en agence,
Je travaillais pour une marque de voitures qui était partenaire avec des champions. Et en fait, je me suis rendu compte que parmi les gens autour de la table, on n'en avait pas forcément beaucoup qui étaient déjà allés en concession voir ce qui se passe. Et ce qu'ils disaient en concession, moi, je suis allé les voir par curiosité, c'est de dire, oui, c'est super, on a un kakémono avec les logos de l'UEFA. Ouais, mais concrètement, de temps en temps, on a une place qui est sur un tirage au sort. Mais concrètement, on se sent pas hyper impliqué. Et la finalité, c'est que en agence, on va vendre une assurance. En concession, on va vendre une voiture. Et tout ça, ça paraît être hors sol pour eux. Donc, du coup, de pouvoir réussir à les intégrer dans la stratégie, c'est hyper valorisant pour les gens locaux. Et justement, dans cette stratégie, c'est très clair, c'est très complet et ça a beaucoup de sens au final. Mais est-ce que dans cette stratégie, le storytelling aussi a pas une part importante? Alors, parce que là, on parle en interne, c'est encore autre chose, mais peut-être justement, Act for Sport, je sais que de votre côté, comme tu disais, sur les réseaux sociaux ou autres, c'est des belles histoires à raconter. Donc, ça fait partie de ce storytelling-là. À quel point c'est important là-dedans? Parce que nous, par exemple, chez Fastory, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de plus en plus en valeur. C'est quelque chose, c'est le nom du podcast, hein, c'est Storytellers. On adore que les gens aient des histoires à raconter. On trouve ça, c'est toujours plus pertinent. Et on sait que justement, ces clubs un petit peu aux quatre coins de la France, qui sont pas les clubs qui ont toujours la lumière sur eux comme des grands clubs professionnels, ont aussi des histoires, ont leurs propres histoires à raconter. Et parfois, c'est aussi très beau de voir justement ces clubs évoluer, ces clubs, comme tu disais, avoir des maillots avec des marques qui sont portées par des grands coureurs professionnels aussi. Donc, à quel point le storytelling rentre dans pas forcément dans cette stratégie, mais en tout cas dans cet écosystème-là. Il y a deux choses. La première, c'est que nous, ce qu'on encourage toujours, et c'est même pas un encouragement, c'est hyper naturel pour tous nos annonceurs, c'est quand vous allez écrire cette histoire avec nous, derrière, racontez-la en parlant des clubs, en montrant leurs histoires. Vous êtes sur le maillot, le contenu, on va comprendre, c'est vous qui le diffusez, donc on va comprendre que c'est vous. Venir en disant, regardez à quel point on soutient, là, ça marche pas. Et par contre, les clubs ont des histoires incroyables. Pas tous, sur les 120 clubs qu'on va avoir. Il va peut-être y en avoir certains qui sont juste des clubs de vélo qui roulent, mais il y en a quand même plein qui ont des impacts de dingue en local parce que ce mouvement associatif fait qu'il y a une mouvance de groupe qui fait il y a une dynamique qui s'installe et qui est hyper intéressante. Donc, on encourage vachement les annonceurs, globalement, à donner la parole à ces clubs-là et à les faire briller. Et en les faisant briller, on fait briller la marque automatiquement. Donc, il y a une sorte d'histoire comme ça qu'on peut raconter sans avoir besoin de parler de la marque. La deuxième chose qui est géniale avec la complémentarité avec le sport pro qu'on a avec Groupama, c'est que dès qu'une marque a un asset sport pro, les sportifs professionnels, ils sont passés par un club amateur. Oui, forcément. Un jour ou l'autre. Forcément. Même les meilleurs, le jour où ils ont été très très forts à leur premier entraînement, ils ont intégré un centre de formation derrière de pro, etc. Mais ils sont passés par la case, on détecte pas comme ça dans une chambre un enfant qui est très fort. Et donc du coup, il y a ce lien qui existe, qui est hyper affectif et qui crée des contenus. Et nous, on a toute l'équipe Groupama FDJ qui régulièrement nous fait des contenus comme ça où il raconte moi, mon club et tout. On avait même, c'était Pinot qui avait un maillot Groupama. Ouais, on a fait ça, on était très attachés à ça, à faire parler nos coureurs pros. Dans notre stratégie d'activation sur ce projet, on était très attachés à faire parler nos coureurs pros de cet amour du maillot, de la symbolique, de zipper le maillot au début d'une course, etc. Est-ce qu'ils se souvenaient de gamins à quoi ressemblait leur maillot? Et quand on a signé cette OP la première année, on a demandé aux coureurs pros en mode fouillez dans les tiroirs, rappelez vos parents, vos grands-parents. Si vous avez des vieilles bandes vidéo, des vieilles cassettes, des vieilles photos. Et on s'est retrouvés au mois de décembre tous les ans, il y a le stage de préparation de l'équipe cycliste en Espagne. C'est là où parfois on tourne une partie de nos contenus. Et on avait listé des gars qu'on voulait un peu faire en interview, et donc on leur avait envoyé une liste de courses, un peu si vous trouvez des choses, amenez-les. On en a qui nous ont amené le premier maillot. C'est-à-dire qu'ils avaient gardé le premier maillot de leur club. C'est beau. Et il y en a un, c'est drôle, parce que Thibaut, sur l'un de ses premiers maillots, Groupama à l'époque, le local était partenaire, et donc tu avais déjà un logo Groupama sur l'un des premiers maillots que Thibaut a porté gamin. Donc on a créé des super histoires. Et encore une fois, c'est pas des histoires qu'on invente. C'est-à-dire que quand on fait un pas en arrière, ça a vraiment existé. Ces gars, ils sont passés par des clubs amateurs, ils ont des histoires à raconter, ils ont des souvenirs de leurs premiers entraînements. En fait, voilà, c'est ça. Et pour répondre à ta question un peu de storytelling, l'un des gros enjeux de notre boulot, c'est que faire des choses, on sait le faire. J'ai envie de dire, faire des choses, tout le monde sait le faire. La différence, c'est comment tu le racontes et comment tu fais savoir que tu fais des choses. Parce que, et c'est pas, je dénigre pas le travail, bien au contraire, mais monter une opération, tout le monde peut monter une opération. Faire une campagne, tout le monde. Mais comment tu la valorises, comment tu lui donnes un impact plus,
c'est là où ça demande le plus de travail. Et donc, c'est notre rôle de donner de la valeur et donner de l'ampleur au travail qui est fait. D'une, parce qu'on croit vraiment à ce qu'on fait. Ouais. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin, c'est que on est des gens passionnés et donc on a envie de faire avancer les choses et envie de faire des belles campagnes aussi. Mais donc c'est tout l'intérêt de bien faire savoir les belles actions qu'on met en place. Ouais, bien sûr. Et comme le disait Guillaume, c'est très naturel. On tire pas des opérations en se disant on va mentir aux gens en disant que non. Nous, si tu regardes ce qu'on fait, c'est très concret. On prend le temps de le faire. Il y a des opérations. Tu utilisais un mot tout à l'heure qui est comment ces clubs amateurs on les met dans la lumière. Un des travaux qu'on fait, c'est de montrer. C'est de montrer ce qui se passe dans les territoires, c'est de montrer ce que font ces clubs. Et on a la même logique, par exemple, sur ce que je te disais en introduction, sur ces cyclistes du quotidien. Ouais. Pour faire un petit pas de côté, on a ces 3 briques, le sport professionnel, le sport amateur et cette brique de monsieur, madame, tout le monde qui fait du vélo. Et à un moment, on s'est posé la question de comment rassembler 2 opposés qui sont les sportifs professionnels et ce monsieur, madame, tout le monde qui fait du vélo. Et en fait, on a eu un constat, c'est que les professionnels, ils étaient naturellement dans la lumière. Tout le monde les regarde, tout le monde veut les voir, etc. Et ces cyclistes du quotidien, justement, ils sont ancrés dans le quotidien. Et en fait, on n'y fait peut-être pas assez attention. Et on les met pas assez en valeur. Et du coup, on avait créé une campagne de ceux que l'on aime voir, les pros, et ceux que l'on doit voir, à savoir les cyclistes du quotidien. Et comment nous, Groupama, on peut mieux les mettre en valeur, mieux les protéger, mieux les accompagner dans leur pratique. Du vélo taf, vélo vacances, vélo pour aller à l'école, etc. Donc notre vrai boulot, et ce qui est passionnant, parce que c'est pas toujours facile, c'est de raconter des histoires, mais des vraies histoires. Oui, c'est pas ce truc de raconter une histoire, c'est vraiment raconter pour raconter, tout le monde peut le faire. Tu peux créer ce que tu veux. Et justement, donc c'est aussi créer, essayer d'avoir le plus d'événements intéressants justement à raconter. Et dès que vous avez un événement à raconter, pouvoir communiquer dessus pour que ça puisse montrer ce qui se passe aussi. C'est très... nous, on y est attaché depuis longtemps, mais tu le sens, et Guillaume, je pense, le sent aussi avec ses annonceurs, ça rentre aussi dans un système de valeurs qui est important et qui est intéressant, aussi dans la manière des gens de consommer. On le voit de plus en plus, il y a un nouveau système de valeurs qui fait que les gens sont aussi beaucoup plus attachés aux histoires, aux belles histoires, aux marques qui sont réellement impliquées, et pas encore une fois, pas aux fausses histoires. Donc ça, c'est important aussi dans la proximité qu'on doit avoir avec les gens et avec nos clients ou prospects potentiels. Que ce soit transparent. Moi, je vais même un cran plus loin dans cet insight, c'est que aujourd'hui, les marques sont surpondérées dans notre quotidien. On a multiplié par plus de 10 le nombre de messages publicitaires qu'on reçoit par jour, entre toutes les devices qu'on va avoir. On a un lien avec les marques où on a une dépendance. Je pense qu'il y a 4 iPhones autour de nous. On a vraiment tous des délires comme ça où aujourd'hui on est picousés par les marques. Et les marques ont pris une place dans la société qui est vraiment énorme par rapport à ce qu'elles pouvaient être il y a encore 30 ans, quoi. Et du coup, elles ont ce devoir de rendre l'appareil. En fait, moi, je considère aujourd'hui que c'est facile dans ma position de dire ça, mais c'est un véritable devoir. C'est-à-dire que vous poncez la société, vous prenez notre cash, entre guillemets, c'est hyper vulgaire, mais c'est la vérité. La fin, c'est ça. Rendez l'appareil d'une façon. Il y a 1000 façons. Encore une fois, le sponsoring du sport amateur, c'est une goutte d'eau dans toutes les possibilités d'engagement de marque qu'il peut y avoir. Mais je pense aujourd'hui qu'une marque se doit d'être engagée envers sa société et envers ses consommateurs finaux surtout. Et justement, pour vous, c'est ça un petit peu la tendance aujourd'hui, ça va être de la tendance future, en tout cas, de montrer un petit peu, parce qu'on a eu justement ces 10 dernières années, ou même plus, tous ces problèmes de greenwashing, de sportwashing, comme tu disais, toutes les marques qui vont essayer de montrer qu'ils font tous très bien, qu'ils sont verts, que machin, etc. Aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que pour la plupart, c'est pas si vrai ou c'est pas autant que ce qu'ils disaient. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est ça les futures tendances, être plus honnête avec ses communautés, avec ses clients et raconter plus ce qu'on n'avait pas l'habitude de raconter avant, parce que peut-être que avant on voulait avoir cette image de national, on est une grande, et aujourd'hui on est plus dans le local. Est-ce que pour vous ça fait partie de... moi, je suis à l'aise avec ça parce que nous, c'est la réalité, c'est l'essence même de notre société, de notre entreprise, Groupama. Je te le disais tout à l'heure, on est une boîte qui vient des terres. Bien sûr. Donc historiquement, tu avais des agriculteurs, et c'est toujours le cas, très assuré par Groupama. On vient de là, nous. Donc, ce lien avec les territoires, c'est l'essence même et c'est l'ADN de la marque Groupama et du groupe Groupama. Et c'est aussi pour ça où il y avait une stratégie à l'époque dans la voile qui répondait à des enjeux d'ouverture aussi sur l'extérieur, etc. Enfin, dans des systèmes d'image pendant 20 ans. Le fait qu'on soit venu dans le cyclisme,
c'est aussi cette volonté de se rapprocher et de se remettre en lien avec l'ADN de notre marque. Ouais, okay. Aujourd'hui, le cyclisme, c'est un sport, et ça a toujours été populaire, mais au bon sens du terme. C'est un sport qui est suivi par les gens. C'est encore le seul sport où tu peux aller le voir gratuitement. Il n'y a aucun sport encore qui existe comme ça, où tu descends devant chez toi, s'il y a une course, bah, tu paies sur le bord de la route. Et voilà, donc c'est pas l'objet aujourd'hui de parler du business model du cyclisme mondial et des équipes pro, même si on s'y intéresse beaucoup en étant sponsor d'une équipe pro. Bah oui. Mais en réalité, c'est un sport qui est gratuit, encore une fois. Donc ça crée un lien avec les gens et c'est là où est notre ADN. Donc c'est aussi pour ça qu'on y a été. Donc oui, il y a ce nouveau système de valeurs qui est important, de plus en plus de marques y vont, mais de toute façon, le consommateur ou les gens font vite le tri. Oui, bien sûr. La marque qui te raconte un peu des conneries et on sent que c'est bancal, et celle où c'est très naturel, et les gens creusent. Et quand ils creusent, ils voient s'il y a un tunnel de bonnes choses ou si en fait c'est assez vide. Donc, et justement, toi, tu fais ce tri-là, c'est ce que tu disais un peu au début du podcast, tu te permets de faire ce tri-là quand tu as certaines marques qui vont venir, enfin, on va dire... toute proportion gardée. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On a d'un côté un engagement fort qui, moi, m'anime au quotidien en tant que dirigeant. Il y a aussi une réalité économique où il faut bien sûr. On ne va pas refuser non plus des marques systématiquement. Mais par contre, pour revenir sur le sujet de l'enjeu sociétal, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable qu'une marque aujourd'hui ne peut plus se permettre de faire des grosses campagnes en prime time, télé, et envoyer du 30 secondes comme un bourrin, sans parler forcément d'un fondement. Alors, il va y avoir encore de la publicité ça évolue. À l'ancienne, et ça continuera parce que ça fonctionne. Oui. Mais à côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques vont trouver un engagement d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas trop le choix. Mais par contre, il faut réussir à le faire de manière naturelle. Il faut réussir à faire en sorte que ça ait du sens. C'est la raison pour laquelle toutes les marques n'ont pas forcément leur place chez nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, quand... Bon, trentenaire, je commençais à avoir envie de... ce que je dis toujours, je ne sais faire qu'une seule chose, c'est vendre de la pub. Je n'ai pas aucune autre carte à jouer. Donc, je voulais donner du sens à ma vie et il fallait que je le fasse avec ce que je savais faire dans la vie. Et effectivement, quand on fait un peu le bilan des solutions qui sont là, bah, faire de la communication engagée dans l'éco-responsabilité, c'est très complexe. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de solutions qui soient vraiment impactantes. Et finalement, le lien avec les associations, alors nous c'est sportif, mais il y a plein d'autres initiatives à destination de tout un tas d'associations qui sont extraordinaires. C'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et qui peut peut-être donner un nouveau souffle aussi à notre société parce que le monde associatif a besoin de soutien et c'est un vrai poumon de notre société. Donc je trouve que voilà, il y a une brique comme ça qui peut être particulièrement intéressante pour les annonceurs. Ok, très bien, très bien. Et ben ça fait pas mal de questions. Je vais avoir une petite question là qui va être plus axée Fast Story qu'on pose à toutes les personnes qu'on invite. Et ça va. Alors soit vous répondez individuellement, ce sera peut-être plus facile puisque vous n'allez pas répondre en même temps. Mais ce serait quoi pour chacun d'entre vous une expérience fan réussite? Parce que nous, voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez Fast Story, qu'on essaie de mettre en place, améliorer l'expérience fan chez nos clients et chez les utilisateurs de Fast Story. Et ça passe par énormément de choses. Mais vous, peut-être à titre personnel, c'est quoi pour vous une expérience fan qui sera réussie ou que vous avez considéré comme une expérience fan réussie en allant à un stade, une petite attention que vous avez eue en y allant sur place ou pendant une course de vélo, je sais pas, les chars, j'en sais rien. Moi, je la pense de manière globale et encore une fois, je vais revenir à notre écosystème. En même temps, c'est celui que je connais le mieux. C'est celui du cyclisme où aujourd'hui, il n'y a pas d'autres sports. Et particulièrement pour notre équipe, mais en réalité, c'est valable pour toutes les équipes du peloton, en tout cas toutes les équipes françaises, vraiment. Il n'y a pas d'autres sports où tu peux avoir, en tant que fan, une proximité aussi facilement et aussi régulière avec les athlètes qui te font rêver. Okay. Aujourd'hui, tu es fan de David Gaudu, de Valentin Madouas, qui sont chez Groupama FDJ, ou historiquement de Thibaut Pinot, qui a arrêté l'année dernière. Si tu es un fan inconditionnel de cette équipe, de notre équipe et de ces gars-là, tu viens sur n'importe quelle course, tu viens au pied du bus, derrière la petite rubalise qui te sépare de 1,50 m des vélos que les mecs vont utiliser, et à quelques minutes de départ d'une course, et c'est aussi valable sur une course comme le Tour de France, où il y a un peu plus de monde, mais tu peux checker ton athlète, lui demander une photo, lui demander une dédicace,
Nous, en tant que partenaire titre de l'équipe, on a cette capacité à venir mettre aussi des gens en inside, très proches des gens, très proches des athlètes, du staff, etc. Et donc, à quelques minutes d'un départ d'une étape du Tour de France, ce qui pourrait être à quelques minutes du coup d'envoi d'un match de Coupe du Monde ou je sais pas quoi, tu as la capacité de faire un selfie avec David Gaudu qui te met un petit check et qui te dit passez une bonne journée, les invités Groupama, on se voit à l'arrivée, etc. Donc en termes d'engagement, de fans et de proximité, bah, je veux dire, il n'y a rien de mieux, tu vois. Tu as une proximité. Donc pour moi, c'est assez naturel. Et nous, c'est tout ce qu'on construit, c'est quand on invite des gens, et que ça soit des VIP ou monsieur, madame, tout le monde, bah, c'est de leur permettre d'être le plus proche possible. Donc, on tient des distances quand même parce qu'on a besoin de protéger les athlètes. Mais ça, je trouve qu'en termes d'engagement de fans et de proximité, il n'y a rien de mieux que le vélo pour faire ça. Que toi, c'est des choses que tu as vécues aussi, que tu as pu cette proximité aussi. Ouais. L'avantage, c'est que c'est des athlètes dans le cyclisme qui sont ultra accessibles. Donc bah, après, nous, par mes fonctions, on les connaît tous, on les connaît bien. Et c'est des mecs qui sont encore qui sont très terre à terre, quoi. Et le vélo, il y a quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi, c'est Marc Madiot, le manager de notre équipe. Le vélo, c'est un sport ingrat. Le vélo, si tu arrêtes de pédaler, tu mets pied à terre, c'est terminé. Et le peloton t'attend pas, c'est terminé, tu rentres dans la voiture et c'est fini. Donc le cyclisme, c'est un sport ingrat, et donc les athlètes et les coureurs, c'est des gens qui sont très humbles. La victoire du jour, demain, le soir même, tout le monde va avoir mal aux jambes, et le lendemain, il va falloir remonter sur le vélo. Donc si tu te crois un peu trop beau ou autre, bah, le coup près, il tombe le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est des gens qui sont très humbles, très accessibles, et ça se sent. Donc dans ce côté fan engagement et un peu expérience, franchement, il y a rien de mieux. Et après, j'en ai plein, mais il faudrait faire un épisode entier sur les activations Groupama. Après, pour rebondir là-dessus, il s'est quand même passé un truc cet été assez exceptionnel. Le virage Pinot, c'était quand même moi qui à la base suis absolument pas suiveur de cyclisme. Oui, mais même moi, et j'en ai entendu parler, j'ai vu ça, et c'est vrai exceptionnel ce qui s'est passé quand même, et avec le recul, je regrette tellement de pas avoir d'y être allé, parce que ça devait être d'une émotion, et même en vidéo, c'est exceptionnel. Donc moi, je trouve que là-dessus, il y a quelque chose de très très puissant qui peut se faire, et ça ne vient pas du résultat sportif, ça vient de la personnalité du cycliste qui est juste extraordinaire et qui représente des valeurs, comme tu dis, de simplicité. Enfin, pour moi, Thibaut Pinot fait partie de ces légendes qui ont construit leur personnage par l'authenticité et l'honnêteté. Et ça, c'est vraiment magnifique, quoi, pour le coup. Et après, pour revenir sur ta question de manière plus globale, pour moi, l'engagement, le fan engagement, c'est comment réussir à créer de l'exceptionnel, du vraiment ce qu'on appelle dans notre milieu le money can buy. Mais moi, je trouve que j'adore la stratégie du Uber Eats d'aller faire le coup d'envoi fictif d'un match. C'est juste enfin, je ne suis jamais allé sur un rond central d'un match de Ligue 1. Ça doit quand même faire un peu tout bizarre. Donc je pense que comme ça, voilà, ces petites attentions, alors oui, on peut pas le faire à des dizaines de milliers de gens, mais ces petites attentions qui sont de l'ordre de l'exceptionnel. C'est ça aussi, vraiment. C'est limité, quoi. C'est demain, je peux m'asseoir sur le banc de touche à côté des joueurs. Voilà, il y a comme ça des choses. Je peux monter dans le bus entre deux étapes de la Groupama et GJ. Waouh, c'est une claque, quoi. C'est un insight dans un milieu, et puis surtout, c'est très fermé. On ne connaît pas les coulisses de ces choses-là. Bah, c'est ça. Donc, c'est pour moi, elle est là, c'est trouver la petite chose exceptionnelle qui va faire que le fan, il va être comme un dingue. Ok, très clair. Et juste pour compléter ce que dit Guillaume, l'enjeu de marques et d'annonceurs comme nous, c'est effectivement de créer ces expériences un peu inaccessibles, mais c'est l'inaccessible accessible à tous. Et tu vois, on est un peu dans cet entre-deux de oui, parfois on va avoir de l'ultra VIP, de l'expérience ultra VIP, ultra inside, mais c'est aussi comment on crée de l'engagement et de l'expérientiel pour le maximum de monde. Bien sûr. Parce qu'effectivement, dans le, et puis on va être très honnête, dans le niveau d'investissement de ce qu'on dépense et de ce qu'on fait, on peut pas être sur des ciblages ultra resserrés. Il faut aussi qu'on touche un peu de masse. La masse veut pas dire toucher tout le monde et faire n'importe quoi. Mais il faut aussi qu'on ait des visions un peu plus larges. Et encore une fois, je défends notre investissement dans le vélo et le travail qu'on fait avec Guillaume sur le sport amateur. On a réussi à avoir cet équilibre et je trouve qu'en termes d'engagement, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Ok, très bien. Bah, c'est très clair comme réponse. Je pense que j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Ça m'a fait plaisir d'avoir deux personnes avec qui échanger. C'est assez beau de voir cette relation justement
entre vous deux par rapport à votre travail. On voit qu'il y a un vrai projet derrière et j'ai hâte de voir la suite pour les prochaines années. Ça concrétise ce travail et cette complémentarité qu'on a de clichés d'agence annonceur. On se challenge un peu tous les deux aussi sur nos idées et nos envies respectives. Il me challenge. Et ouais, je le challenge pas mal. Mais du coup, dans ma position de client, voilà. Mais, normal. Mais non, mais il y a du répondant et c'est bien. C'est une belle relation. En tout cas, bravo pour cette opération et merci encore à vous deux d'être venus sur le podcast et peut-être à une prochaine alors. Yes, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.